No, you don't. Even if I could go back where we started, you're still waiting, wondering where my heart is. I realize maybe I left the show. Coucou! Non, vous ne rêvez pas, je vous partage un vlog que j'ai monté il y a déjà quelques mois, il date de septembre, mais en fait hier c'était la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein et donc je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant de le partager le 5 février et n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire pour vos retours. Merci! Je savais pas qu'il y avait deux parties de... Ouais. Je connais que l'autre côté, moi. Et là, tu as le privilège et la chance de voir un des seuls bouts de la scène encore visible. Ah oui. Voilà. Mais il n'y a pas aussi une partie qui est un peu visible au niveau du musée de la musique? En vrai, c'est possible. Il y a un tout petit cran. Mais aussi là, c'est-à-dire, comme on rentre à quelque chose, elle ne peut pas que nous, la personne de situation handicapée, tout le plus pour vous. Okay. Elle peut que non, vous, donc c'est à nous aussi, comment on rentre dans la société inclusive, sans demander aux personnes qui sont en situation handicap de s'adapter à la société. Oui, comme un propos de mais la bonne personne à qui une personne qui a posé une question, moi personnellement, je n'ai pas trouvé la réponse de comment convaincre une entreprise d'être plus inclusive, une grande entreprise. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Comment convaincre? Oui, comment convaincre une entreprise d'être inclusive? Moi, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas spécialement convaincre, c'est plutôt rendre le truc sexy, puisqu'une entreprise, il faut qu'elle trouve l'attrait économique pour qu'elle fasse le changement. En même temps, moi j'ai le côté, je contacte les artistes parce qu'eux, ils ont eu une compétence, ils ont comment mettre en place l'accessibilité, adapter à l'autre pays. Ça peut marcher. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Ouais, je t'ai un peu filmé parce que ce que tu dis c'est super intéressant et donc du coup je me dis comme ça YouTube se souviendra. Et que directement, vous qui entendez très bien, vous n'allez pas lever la main pour prendre la parole, vous allez directement prendre la parole. Et donc ça, c'est mythe, c'est non. En fait, l'idée c'est que si vous avez envie d'intervenir, vous levez la main. Et alors à ce moment-là, c'est également vous visualiser et donc on vous donne la parole. Un peu comme le système en animation, on fait le bâton de parole et la personne qui a le bâton de parole peut prendre la parole. C'est super important parce que si voilà, vous intervenez, vous coupez, vous parlez entre vous, déjà c'est validiste. Parce que nous, toutes sourds, on ne va pas suivre, on ne va pas entendre. Donc voilà, c'est les bonnes pratiques à mettre en œuvre et ça fonctionne pour tout le monde parce que quand on parle d'accessibilité universelle, en fait, quels sont les moyens qu'on met en place pour que tout le monde se sente inclus. Donc ça fait partie aussi d'une technique d'animation, le bâton de la parole, pour ceux qui connaissent un peu l'animation. Donc bienvenue dans notre atelier qui s'appelle Validisme, une pression systémique.
On va d'abord se présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Seda, mon signe c'est Seda comme ceci. Je travaille donc avec Chahine au sein du collectif FRIDA, qui est donc un collectif F pour féminisme, R pour radical, I pour inclusif, D pour définitivement et A pour antivaliste. Alors, moi c'est Chahine. Et donc, je travaille comme manager à la commune de Scarbeck à mi-temps. Donc, vraiment sur toutes les perspectives d'égalité de genre. Mais surtout, je suis consultante en inclusion et en diversité en freelance. Et je donne, comme aujourd'hui, des sensibilisations, des workshops. De manière individuelle, mais aussi dans le cadre de la collective FRIDA que Seda et moi avons toutes les deux co-construite, et Marianne qui est derrière en train de prendre filmer, de prendre les photos, nous a rejoint. Voilà, c'est une collective vraiment des femmes en situation de handicap, mais qui vivent d'autres oppressions, comme par exemple le racisme. Donc on est toutes les trois des femmes racisées, issues de l'immigration post-coloniale. Mais bon, voilà, je ne vais pas commencer à tout définir. Nous, on s'autodéfinit comme féministes handi-radicales. Donc c'est là vraiment dans les écoles d'architecture, c'est très intéressant d'avoir ça en tête pour clairement, il faut retourner le paradigme en fait. Comment est-ce que nous, on peut concevoir des belles choses, parce que la télécommande, le design de la télécommande, comment est-ce qu'on peut concevoir ça pour tout le monde sans poser la question? Il y en a plein qui râlent parce qu'il y a des travaux à la STIB en ce moment, parce que c'est chiant, parce qu'ils sont en train de faire l'ascenseur et tout ça pour améliorer leur accessibilité. Mais le jour où vous cassez la jambe, vous êtes content quand même qu'il y ait ces ascenseurs-là pour les parents avec des grosses poussettes et tout, c'est bien. Et c'est au moment où on se rend compte, et c'est triste, parce qu'on est dans une situation de handicap momentanément, mais c'est là en fait que le déclic se fait. En fait, oui, c'est pratique. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant d'explorer comment dans vos pratiques professionnelles, vous réfléchissez à, oui, comment est-ce que je peux vraiment rendre mon activité accessible à tout le monde. Et dans les familles de handicap dont on parlait tout à l'heure, de dire, c'est pas grave, je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux déjà réaliser concrètement? Et c'est la politique, en Belgique on a bien appelé ça la politique des petits pas en fait, mais c'est réellement ça, c'est effort après effort, on fait dans l'essai-erreur, et alors à ce moment-là, on se rend compte, et c'est en rencontrant les personnes et en discutant avec elles, les personnes concernées, en discutant avec elles, que là le prisme peut s'ouvrir. Et alors je voulais aussi vous parler de la théorie des cuillères. Est-ce que vous connaissez la théorie des cuillères de Christine Mézange? Je suis en plein là-dedans, moi pour le moment j'ai cuillère de plus, donc tu peux l'expliquer pour moi? Ça ne te dérange pas? Oui. Tu m'as dit oui, donc tu peux l'expliquer. Oui, c'est une théorie, je ne sais plus le nom du coup de la personne que tu viens de nommer, c'est Christine Mézerandino. Voilà, Christine Mézerandino qui a, pour expliquer en fait, elle avait une maladie chronique, et pour expliquer à une amie le genre de fatigue qu'elle vivait, elle a pris pour exemple une petite cuillère, un ensemble de petites cuillères qui étaient face à elle, en disant voilà, là je sais qu'il y a des théories différentes, mais en gros je crois que c'était 12 cuillères qu'elle avait pris au départ. Donc voilà, pour une journée en fait j'ai 12 cuillères, et certaines activités vont me prendre un certain nombre d'unités, de cuillères, d'énergie. Par exemple, prendre ma douche, ça va me prendre 3 cuillères. Prendre les transports en commun, ça va me prendre 4 cuillères. Travailler, ça va me prendre 5 cuillères. Et si à la fin de la journée, j'ai plus de cuillères, en fait je suis HS. Je ne sais plus fonctionner. Et du coup, je vais dans mon lit et ma journée est finie en fait. J'ai plus de réserve, j'ai plus d'énergie. Et ça peut aussi s'étaler sur toute une semaine, en disant voilà, sur ma semaine, j'ai 30 cuillères. Et si je suis en négatif de cuillère d'un jour à l'autre, en fait, à la fin de la semaine, je ne sais plus du tout fonctionner. C'est vraiment quelque chose d'important de ne pas respecter, de ne pas vous vexer. C'est pas parce qu'on n'est pas forcément à votre écoute qu'on n'est pas là, attentif, à un moment où ça va beaucoup mieux pour nous. Et moi, par exemple, ce que je vis dans ma situation de sécurité,
c'est que ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments où je suis dans un état de buzz complet, où j'entends plus rien. Mais vraiment, je vois les lèvres des gens qui bougent et je suis incapable de comprendre parce que c'est trop, mon cerveau est complètement... voilà. Et ça m'est arrivé, donc, je participais comme conférencière à un festival dont je ne citerai pas le nom. Et je pense que Marianne qui était là, à ce festival-là, il n'y avait pas d'interprète. Et donc, c'est au dernier moment qu'il n'y avait pas d'interprète. Et donc, moi, j'ai fait, ça va aller, je suis forte, ça va aller. Et donc, j'ai commencé, donc on a fait le panel, on était plusieurs personnes et tout. Et puis à la fin sont arrivées les questions. Et en fait, je ne savais plus répondre et je me suis je suis sortie en fait du panel, mais sortie mentalement en fait, parce que voilà, je n'y arrivais plus et c'est là en fait que j'ai eu beaucoup de colère en moi parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai pas réagi à ce moment-là? On est là, on fait des workshops, on explique ce que c'est le handicap et tout, qu'on est dans la situation où on est discriminé clairement, ouvertement, et parce qu'on se dit parce que c'est un festival militant, et parce que dit les militants ils vont comprendre de facto. Ben non, pas du tout. En fait, on est. Et en fait, c'est vraiment aussi du validisme intériorisé de pousser dans des situations pareilles, en fait. Donc voilà. Je vous dire que quand on m'a proposé de participer, j'ai dit non, l'année suivante. Oui, je pense aussi que tu as aussi été au-delà de tes cuillères, parce que, et c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte avec la politisation de la question du handicap au niveau sociétal, c'est que en fait l'entrebâillement de la porte est tellement infime que dès qu'on a la possibilité, juste même l'invitation pour un tel événement, on se dit je vais peut-être mal être reçu, mais bon, au moins on a droit à mettre les sujets sur la table, à essayer d'être, pour que pour les autres personnes ce soit moins violent, et pour que peut-être, parce que moi je pense souvent à la petite fille que j'ai été, et je me dis le boulot que je fais maintenant, ben, je me dis au moins il y aura moins de petites filles, petite Marianne ou petite Seda qui seront violentées et discriminées dès le départ, quoi, je veux dire. Et le pire, quand on se plaint de ces situations-là, en fait, on fait comme si on devait dire merci d'avoir été invité, alors que ça aussi c'est vraiment ultra violent quand on reçoit ça, de dire mais pourquoi vous vous plaignez, là vous êtes, on vous met en avant et tout ça, mais sans les conditions d'accessibilité, ça change rien en fait, c'est du handywashing. Hey. Hello, ça va? Bien et toi? Oui. Désolée, un peu plaquante parce que je ne trouvais pas mon chemin, j'ai chaud. On va se diriger tout doucement vers la salle. Les deux, oui. Oui, oui, c'est ça. Quand la maladie s'annonce, c'est une lame qui s'enfonce. Elle brise tous tes rêves, tes projets s'achèvent. Quand la maladie fait intrusion, elle bloque toute motivation à continuer tes ambitions, à entretenir tes relations. Espérance de vie raccourcie, regard sur l'infini. Tout te fait revivre le passé. Rien ne peut te contenter, sauf une pensée affirmée qui te permet de virer ce sentiment d'impuissance et de reprendre confiance. Affronter la maladie, l'accepter sans repli, surmonter l'épreuve, refaire honneur. Donc c'est en fait dédié à toutes celles qui sont encore en train de battre et combattre cette maladie qui est très très dure. Je l'ai vécue toute petite en étant témoin de la maladie auprès de ma grand-mère. Je l'ai vécue auprès de ma maman. Ma grande-tante que j'ai jamais connue n'est plus de ce monde suite au cancer. Et donc je l'ai eue à 33 ans et j'étais même pas en fait touchée génétiquement. Donc il y a apparemment une épidémie qui est liée au cancer. dont on ne connaît pas encore tous les aléas. Donc merci pour les recherches, merci pour cette initiative et surtout merci de reconnaître que ça entame aussi pas seulement un processus de guérison, mais un processus de conscientisation. Donc je vais tout simplement
parler brièvement de moi, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de nous. Parce que ça nous concerne tous, qu'on soit en bonne santé ou non, qu'on soit guéri ou non. J'ai donc eu une petite tumorectomie à 33 ans. On m'a dit, ça va aller, ne vous inquiétez pas, radiothérapie, on vous tient à l'œil. Mais l'année d'après, on a vu que non, on a vu que mon sein était complètement calcifié avec des précurseurs assez inquiétants. Donc là, j'ai eu le cas de radiothérapie, une mastectomie et tout ce qui s'ensuit. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans cette période-là, je ne voulais pas avouer ma maladie. Donc du coup, j'ai repris le travail pendant ma radiothérapie. Donc voilà, je vous dis. Mais j'avais vraiment ce côté un peu déni, parce que moi, je fais encore partie de ce côté actif. Après avoir vécu cela, je me suis dit c'est bon, je suis guérie, je suis tranquille. Et donc là, on parle de 2010. J'allais ici, pas loin, chez Odyssée, pour donner mon témoignage chaque année auprès des infirmiers, auprès des personnes qui étaient en fait engagées à étudier dans le monde de l'oncologie aussi. Et je donnais mon témoignage, comme quoi voilà, j'avais réussi à combattre le cancer, j'étais toujours là, mais qu'il faut être toujours à l'écoute du patient, à l'écoute des douleurs, pas que physiques, mais beaucoup de psychisme aussi. Et on m'a dit, donc je me rappelle très bien qu'un professeur est venu par la suite et m'a dit, mais précurseur, vous êtes encore à risque. Je dis, je sais, mais je ne veux pas savoir. Et donc je continue à le faire. C'est vrai qu'en 2015, j'ai eu donc le cancer du sein de l'autre côté. À nouveau, la même chose, mastectomie, etc. Et depuis lors, je suis bien heureuse de dire que depuis 2015, je suis guérie complètement. Mais je fais très très attention. Pourquoi? Pas pour le cancer uniquement, mais il y a tout le côté mental et surtout tout le soutien qui se met en place maintenant qui n'était pas là. La mastectomie, j'ai dû me la payer, maintenant c'est remboursé. Donc trouver les 2000 en 2 mois, c'est un peu compliqué. J'ai été fortement soutenue par des amis et également, disons, une communauté de foi qui a fait des donations, etc. Mais c'est pas évident pour une femme indépendante. Et je ne parle pas de l'indépendance en tant que telle, mais une femme indépendante mentalement, qui se débrouille tout le temps, de demander de l'aide. C'est très dur. Recevoir de l'aide, c'était beau, mais c'était pas évident. Pendant 3 mois, en 2015, j'ai reçu des dons. Vraiment, j'étais épatée. J'étais entre-temps divorcée, seule avec 2 enfants. Et j'étais vraiment épatée. Pendant 3 mois, j'ai senti enfin un soutien, un réel soutien humain. Pendant 3 mois, j'ai pu payer toutes mes factures. Pendant 3 mois, j'ai pu manger tranquillement, faire ce qu'il fallait, avoir de l'aide ménagère, etc., sans me soucier des factures. Mais depuis 2016, je me soucie des factures tous les jours suite au cancer. Les dettes sont toujours là. Je vous le dis, parce que ça existe aussi, et on ne doit pas souffrir par la suite. Donc maintenant, je suis bien heureuse, parce que le burn-out, il a été diagnostiqué en 2020. J'ai eu droit à la mutualité pendant 15 mois, parce que là, j'étais totalement indépendante, parce que je me suis adaptée à me réinsérer dans la société, mais un boulot classique ne me convenait pas, j'étais trop fatiguée. Et pas que par les conséquences, parce que c'est pas évident d'être opéré, mais surtout le côté mental est toujours subvenu aux besoins de la vie. Donc en 2022, j'ai pu me reconvertir vers un business coaching plus approprié. Et j'ai d'autres femmes maintenant, je l'ai fait pendant 10 ans bénévolement, mais professionnellement, à réinsérer en fait dans la société normale, entre guillemets, qu'elles soient anciennes patientes ou femmes au foyer depuis 15 ans, ou femmes battues ou autres. Je suis en train de les aiguiller par tous les aléas que j'ai pu vivre moi-même ou être témoin. Donc maintenant, j'ai aidé 60 femmes cette année, 2023, avec chez Edith, et je suis très fière de dire qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de belles initiatives, et qu'on doit continuer sur cette voie, et non seulement à avoir un espoir, mais surtout à aider toutes celles qu'on peut aider. Petite aide qu'on puisse apporter. Et je reste positive à ce niveau-là. Et faire blanchie, et quand tu te fais éjecter. Mais alors, vous êtes encore un niveau après, et je me rends compte qu'on a tellement de choses à faire,
Et le message de Victoria, c'est vraiment ce message d'espoir, de se dire, ben, on s'en fout, on y va. On va aller toquer à toutes les portes, on va aller dire qu'on est là, on va revendiquer notre place et on va la prendre notre place à notre moyen, à notre niveau, étape par étape, jour après jour, et bien on ne lâche rien les filles. Moi je ne vous lâche pas. Hein. Maintenant que je vous ai toutes les deux là, on va aller jusqu'au bout. Vos projets, vos rêves vont se réaliser parce qu'on va tout faire. Toutes les personnes qui sont ici sont touchées par ce projet et je pense qu'on a tellement chacun, on peut faire quelque chose. Déjà d'en parler, de sensibiliser, de soutenir et de ne pas chacun le vivre dans son coin quand on est affligé par la maladie, que ce soit en tant qu'employeur, que ce soit en tant que membre de la famille. On est tous, en fait, on est tous face à cette chose et cette chose est tellement plus grande que nous qu'on ne peut pas juste rester là à attendre que ça passe parce que ça ne passe pas. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire déjà merci d'être venu un vendredi et rester jusqu'à la fin. Et je voulais aussi dire merci à Asia parce que la digitalisation de nos jours, on est tous en mode digital. Et la digitalisation, c'est un des trucs qui est le plus dur, déjà en temps normal. Mais quand on traverse une maladie longue durée avec tous les effets secondaires à la liste indéterminée, on nous dit dans les démarches c'est administratif, tout est digital. Et on se dit, en fait, je fais comment, je vais où Et avec Asia, elle a répondu à l'appel d'offres de la ville de Bruxelles de la cellule de l'égalité des chances. Et elle va donner des formations gratuites pour les femmes qui ont traversé le cancer, les hommes qui font partie de l'ASBL, pour les accompagner. Et en fait, je pense qu'on a tous quelque chose à apporter, un geste, un pas, un mot, une action, et on peut faire la différence. Et les femmes qui vont en profiter, ça va les révolutionner parce qu'on va prendre ce temps. Et pas juste dire, va là la pille, vas-y, abonne-toi, fais ceci, fais cela, parce qu'elles ne vont pas le faire. Elles vont rentrer à la maison, elles vont fatiguer, elles vont dormir. Et elles vont remettre ça demain. Bah, demain, elles ne vont pas le faire. Là, on sera là pour les accompagner, pour les aider. Il y a Karine aussi qui fait partie de l'ASBL et qui est aussi une personne ressource qui m'a énormément accompagnée, aidée, qui m'a donné aussi cette force de me dire vas-y, tu peux y arriver, et qui me recadre aussi souvent parce que j'ai envie de tout faire et j'ai envie de tout casser. Mais c'est important, en fait, je me dis, on est tous là aujourd'hui parce qu'on a tous un rôle à jouer pour les uns et les autres, et que si on fait ce geste vis-à-vis des uns et des autres, on va révolutionner. Et on est dans une période vraiment où ça passe ou ça casse. Et moi, je veux que ça passe. Donc, on va tout faire pour que ça passe. Et je pense en gros pour tout faire, pour que tout le monde en entende parler, que tout le monde soutienne, que tout le monde fasse quelque chose. Et on peut tous y arriver. Donc, merci. À moi, à savoir la communication. Et en même temps, j'ai développé quelque chose qui était extrêmement important pour moi, à savoir le coaching. Donc j'ai commencé le coaching il y a X années, au moment où ce mot n'était pas du tout galvaudé comme aujourd'hui. Et j'avais vraiment ce concept-là de me dire comment est-ce que je pourrais réunir le coaching et la communication. Donc je suis arrivée au coach subtil. Donc c'est pour ça que vous avez donc Lisa S et Marie Sam, en fait, le nom coach subtil. Voilà, c'est fini pour les présentations. Voilà, juste de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la gestion de projet. Donc par rapport à cette gestion de projet, on a eu une théorie, on a eu de la théorie. Chacune de nous a une idée de ce que c'est que la gestion de projet. Chacune de nous pense savoir quoi faire en matière de gestion de projet. On s'est un peu renseigné, on a commencé quelque chose, parce que avec vos profils, j'ai vu que vous êtes toutes porteuses de projets. Donc vous n'êtes pas au balbutiement. Donc à quel niveau est-ce que vous êtes dans votre gestion de projet? Et surtout, comme je dis, par rapport aux outils qu'il y a, parce qu'il y en a énormément. Quand on parle de gestion de projet, le plus souvent, on pense, ah oui, gestion de projet, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends Asana? Est-ce que je prends Kanban Flow? Mais c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus vaste que ça, la gestion de projet. Puisque quand on parle de gestion de projet, on parle d'abord de projet. Quand on parle de projet, on parle de comment je commence. Donc votre gestion de projet commence au moment même où vous avez l'idée. On parlait de l'idée ici. Au moment où on a l'idée, comment est-ce qu'on structure cette idée-là pour finalement arriver à quelque chose qui prend sens et après quelque chose qu'on partage. Une fois qu'on partage notre idée, une fois qu'on partage notre projet, comment est-ce qu'on le véhicule et qu'on fait en sorte qu'il se reproduise, que les gens nous identifient à ce projet-là. C'est vraiment tout ça la gestion de projet. Donc on ne sera vraiment pas du tout dans la théorie aujourd'hui.
Et puis, donc, ma personnalité, ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Ma personnalité, mon mode de fonctionnement, ma gestion de projet. Ça, c'est ce que vous allez décider à la fin. On va couper ceci.